bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet avant-midi pour cette deuxième activité en direct de la COP 30. Euh, vous savez, c'est notre deuxième événement. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est en cours, donc du 11 au 22 novembre 2025 à Beleng. On a la chance, encore une fois, aujourd'hui, d'avoir deux délégués sur place. À Beleng. Donc, ils font partie de la délégation officielle de l'Université Laval. Donc, je vous rappelle qu'on a 7 membres qui participent sur place, dont M. François Gélineau, qui est vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable, deux professeurs et quatre étudiants, étudiantes. Voilà. Puis, cet événement est organisé par l'Institut EDS, que vous connaissez bien, votre carrefour interdisciplinaire sur les objectifs de développement durable et l'action climatique, en collaboration avec le réseau UNICE. Donc, je salue la présence de mon collègue Christian, qui aujourd'hui va co-animer avec moi, en tout cas, probablement poser des questions de relance pour le réseau UNICE et aussi l'École supérieure d'études internationales qui est partenaire avec nous de l'organisation de cet événement-là. Donc, je vais vous présenter sans plus tarder nos deux panélistes aujourd'hui. Donc, ils sont en direct de Beleng. Nous, on est au Québec. On aimerait bien être avec eux et avec elles, mais nous sommes très contents de les rejoindre présentement. Je vous présente premièrement Ali Mio Bruno. Elle est au doctorat en anthropologie à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Donc, bonjour Ali. Et et Emna Barki, qui est étudiante au doctorat en droit à la faculté de droit de l'Université Laval. Bonjour, Emna. Bonjour. Voilà, on va se lancer. Ali est sur place depuis le début de la COP. Emna est arrivée un peu plus pour la deuxième partie, la deuxième semaine, en fait, donc elle est arrivée sur place le 15. On aimerait avoir vos impressions. Donc, on commencerait avec toi, Ali. La question est assez simple. Comment se passe votre expérience à Beleng jusqu'à présent? Donc là, ça fait déjà plusieurs jours, donc j'imagine qu'il y a il y a eu beaucoup d'événements, d'expériences déjà vécues. Pouvez-vous peut-être nous parler de votre arrivée, comment vous avez vécu la COP à ses débuts, puis qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à maintenant, là, autant sur le plan humain qu'au niveau de l'ambiance générale des négociations? Merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous partager quelques photos pour illustrer un peu ce qui s'est passé. Ça fait 10 jours que je suis arrivée à Belém. La fatigue commence à se faire sentir pour Oui. des très longues journées. Là, la dernière fois, je suis restée jusqu'à 22 heures pour des négociations. Enfin, ça fait des très, très longues journées. Puis les conditions, ne serait-ce que les conditions climatiques sont difficiles, il fait très chaud, très humide, même au sein de la conférence. Il il fait très très chaud, l'air climatisé ne fonctionne pas très bien. Ça commence à être difficile pour tout le monde, y compris j'ai vu des salles de négociation, il faisait très très chaud, où les négociateurs et négociatrices disaient mais en fait, est-ce qu'on va être capable d'atterrir sur un texte dans ces conditions parce que les Ah ouais. Hmm. conditions sont assez difficiles. L'accessoire à la mode, c'est devenu les éventails. Tous les pavillons offrent des éventails, donc on en a des différents. J'en ai un du pavillon du Portugal. Enfin, voilà, donc c'est les conditions un peu difficiles de ce point de vue-là, mais sinon c'est très intéressant. Donc là, j'ai quelques photos. Donc là, c'est l'entrée de la COP. Je suis arrivée le premier jour avec Océane qui a participé à l'activité de la semaine dernière. Puis, peut-être vous montrer un peu, en fait, les COP, il y a énormément de choses qui se passent, mais disons en termes de catégories d'événements, de types d'événements et auxquels moi j'ai participé, il y a d'abord les négociations. La première semaine, c'était des négociations techniques, alors que là, on rentre dans la deuxième semaine des négociations, où là, ça devient des négociations qui deviennent au niveau ministériel. Donc, beaucoup de ces négociations commencent à être fermées aux observateurs et observatrices. Donc, nous, Hmm. on a un badge en tant qu'observateur. Donc les dynamiques changent un peu. Mais la première semaine, c'était beaucoup là, on a une salle de négociation. Donc moi, j'ai suivi principalement les négociations autour de la transition juste.
et l'adoption d'un éventuel mécanisme pour assurer les transitions justes lors de cette COP. Je voudrais y revenir après. Et une négociation autour du genre et de l'adoption d'un Gender Action Plan pour faire en sorte que dans les négociations climatiques, on prenne systématiquement en compte la question du genre. Donc voilà à quoi ressemble une salle de négociation avec autour de la table. On a les parties, les délégations qui prennent la parole à tour de rôle. Pareil pour les conditions dans lesquelles ça se passe, c'est qu'il fait très chaud. Là, on est sous une tente dans cette salle. Il y a une ventilation en permanence, donc le son est très mauvais. On a tous des casques pour entendre ce qui se passe. Et même ça, c'est difficile. Donc, voilà, des conditions un peu particulières. À la COP, il y a aussi différentes conférences de presse qui sont organisées par la société civile. Donc, par exemple, là, c'est une conférence de presse organisée par Amnesty International à l'occasion de la sortie d'un rapport sur les énergies fossiles et les conséquences sur les droits humains. C'est aussi un des sujets qui est discuté à cette COP. C'est la question des énergies fossiles, puisque lors d'une précédente COP, il y avait eu la décision de transition away from fossil fuel. Je sais plus comment on traduit ça en français, mais en gros, organiser la sortie des énergies fossiles. Il y a des conférences de presse. Il y a aussi beaucoup d'actions en fait de la société civile qui sont organisées au sein de la COP, qui sont très encadrées. Ils font demander l'autorisation. C'est l'ONU qui donne ces autorisations. Toutes les pancartes que vous voyez, il faut les faire valider par l'ONU. Ça se passe toujours pendant une demi-heure à des endroits très précis. Donc, c'est très encadré. Et là, par exemple, c'était une action organisée autour des questions de genre, s'assurer que la justice de genre fasse partie des négociations climatiques. Ou là encore, c'est une action autour justement des négociations en cours sur la transition juste. Là, c'est la société civile qui propose en fait des solutions très concrètes et des propositions très concrètes de mécanismes et fait du plaidoyer pour que ce soit inclus dans le texte. Voilà. Puis là, je vais peut-être revenir sur ça là plus tard. C'était tout ce qui se passe du côté de la société civile en dehors de la COP. Mais en tout cas, Ouais. voilà pour l'intérieur de la COP, ce qui se passe. Juste pour bien comprendre, vous mentionniez tout à l'heure que là, on s'en va vers on est au courant de la deuxième semaine, donc c'est des négociations plus ministérielles, plus politiques, là, c'est un peu moins technique. Donc, il y a certaines salles qui ne vous sont pas accessibles à titre d'observateur. Ouais. OK. C'est ça. Puisqu'en fait, c'est ça en fait, dans les négociations trop techniques, c'est plus les négociateurs, négociatrices qui négocient au nom de leur État. Et c'est vraiment sur des questions très précises, très techniques, où en fait, on essaie de faire en sorte parce qu'en fait, à l'ONU, ça fonctionne sur le principe du consensus. Donc, il faut que les États se mettent d'accord sur un texte. Donc, en fait, le but de la première semaine, c'est de voir là où il y a consensus, de faire des propositions, de commencer à faire des compromis, etc. Et à la fin de la première semaine, en théorie, c'est d'avoir une proposition concrète de texte qu'on va envoyer au niveau. Et là, est-ce que vous m'entendez? Oui, il y a Donc un là, petit. Oui, c'est bon. On vous entend bien là. et donc la deuxième semaine, c'est plutôt les ministres en fait qui arrivent et qui prennent le relais, qui Mhm. va avoir des conversions plus politiques et qui vont avoir lieu à beaucoup plus de compromis, de marchandage, etc. Et donc dans ces négociations-là, les observateurs et observatrices ne sont pas admis. Donc c'est plus compliqué. La semaine dernière, il y avait des négociations tout le temps, on courait partout. Là, ça fait 2 jours où il se passe plus grand-chose parce que les portes sont Mhm. fermées. OK. Merci beaucoup, Ali. Emna, à ton tour, donc tu es arrivé il y a 3 jours, donc un peu plus récemment à la COP. Donc, quelles sont tes impressions jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui t'a peut-être le plus marqué? Puis aussi, je serais curieux de savoir si tu es arrivé quand même à assister à certaines négociations qui t'intéressaient, parce que juste pour l'information aux participants, les personnes qui ont rejoint la délégation ont fait vraiment une démonstration éloquente du lien entre leur projet de recherche, leur intérêt de recherche, puis les négociations sur place. Donc, donc, première question sur euh, tes impressions générales, là, comment tu as vécu ton arrivée à Belém, puis tes premières journées, puis peut-être un peu sur l'aspect aussi, as-tu réussi à avoir accès aux négociations qui t'intéressaient? Donc, voilà. Oui, peut-être ouvrir le micro, Emna.
Pardon, vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. En fait, c'était bien mon expérience, mon arrivée ici à Belém. Tout est bien passé. Et puis, pour la COP, comme tu as dit, en fait, j'ai commencé le 17, donc c'est ma troisième journée. Mon expérience, même si qu'il y avait juste trois jours, mais elle est très intense dans le bon sens du terme. Donc ici, Belém, c'est vraiment la COP en plein cœur de l'Amazonie. Il fait chaud, comme Ali a dit, humide, on sent la présence de la forêt, du fleuve tout le temps. Même quand on est dans les navettes ou quand c'est dans les filles de sécurité, on croise, on sent en fait la vibe COP dans l'Amazonie. Puis on croise des délégués du monde entier, des langues différentes à chaque point de couloir. Donc, pour les négociations, Jason, pour être honnête, parce que je suis venue genre pendant la deuxième semaine, j'ai accédé à certaines conférences, à certaines négociations pour le groupe Afrique qui se concentre sur les énergies et puis la transition vers les énergies renouvelables et tout. Mais en fait, pour être honnête, il faut suivre les négociations des débuts, même si que j'ai commencé à lire les documents et puis l'ambiance dans les salles et puis parce qu'il s'agit de la deuxième vraiment de la deuxième semaine, donc j'ai pas commencé au début, mais quand même j'ai pu assigner quelques informations, j'ai pu suivre et puis j'ai accédé aux négociations que j'ai désignées. J'ai pas eu de blocage à ce niveau. OK. Voilà, ça c'est pour les négociations, mais sinon, je me suis orientée plus sur les side events, sur les presidency events aussi, parce que je travaille sur le droit de l'énergie et puis la transition d'énergie renouvelable, et puis aussi l'énergie dans les territoires autochtones. Il y avait tant, beaucoup d'événements à ce niveau dans les event sites. Donc, voilà. Excellent. Puis peut-être un moment qui t'aurait marqué. Puis si tu le souhaites, je peux partager des photos que tu m'as Ouais, acheminées. ouais. Vraiment, c'était la cérémonie de signature de haut niveau c'était ça l'intitulé, cérémonie de signature de haut niveau pour les régimes fonciers autochtones et communautaires. C'était le 17 novembre, ma première journée à la COP. Jason, est-ce que tu peux Oui. partager? Oui. Bah, c'était un moment très particulier parce que ce n'était pas seulement un presidency event de plus, mais vraiment la concrétisation d'un engagement politique annoncé quelques jours plus tôt lors du sommet des dirigeants. Concrètement, cette cérémonie avait deux grands volets, donc un engagement intergouvernemental sur les droits fonciers. Plusieurs États, dans le Brésil, la République démocratique du Congo, Fidji, le Costa Rica. Donc, c'est plusieurs États se sont engagés à travers ce qu'on appelle maintenant l'Intergovernmental Land Tenure Commitment. Ils se sont engagés à reconnaître juridiquement 160 millions d'hectares de terres appartenant à des peuples autochtones, des Hmm. communautés locales et afro-descendantes, principalement dans les pays de forêt tropicale. Donc, l'idée ici, c'est de passer du discours général sur le rôle des peuples autochtones à des engagements chiffrés avec des hectares précis, des calendriers, des obligations de reconnaissance légale. Ça, c'était le premier volet de la cérémonie. Deuxième volet, il y avait un engagement financier massif sur la tenure foncière encore. En parallèle, ces États et certains bailleurs ont renouvelé une grande promesse financière, environ 1,8 milliard de dollars américains sur plusieurs années pour soutenir directement les droits fonciers des peuples autochtones, des communautés locales et afrodescendantes. Pendant la cérémonie, on sentait vraiment que le langage avait changé. On parle pas seulement de protéger la forêt, mais de protéger les territoires habités avec des peuples qui ont des droits, des cultures, des systèmes de gouvernance. D'ailleurs, le Morning Brief officiel de la COP30 a décrit cette journée comme une journée où la nature est au centre de l'action climatique et où l'un des messages forts est justement ce lien entre protection des forêts et droits fonciers. Puis bon, pour l'ambiance, comme vous voyez sur la photo, était à la fois très institutionnelle avec des ministres, des représentants de grands bailleurs, des représentants de l'ONU et au même temps émotive parce que beaucoup d'interventions rappelaient que derrière ces chiffres, il y a des communautés qui luttent Mhm. depuis des décennies pour la démarcation de leurs terres. D'ailleurs, c'est l'événement où j'ai vu le plus des gens qui ont assisté à l'activité. OK. Et puis, donc, comme j'ai dit, il y avait des ministres. Donc, comme la ministre, on la voit genre au milieu, la ministre brésilienne des peuples autochtones insistait publiquement sur le fait que la démarcation
des terres autochtones doit être considérée comme une politique climatique à part entière. Donc, par moi, comme juriste, ce moment a été marquant parce qu'on voit le droit foncier, un protocole, des signatures devenir un outil central de la politique climatique mondiale, pas juste une question sociale parmi d'autres. Et Mhm. le fait que ça se passe ici à Belém, en Amazonie, donne un poids symbolique énorme à cette cérémonie. Donc, Ouais. voilà ma réponse pour la question. Ouais, c'est ça. Puis on voit qu'il y avait vraiment beaucoup de gens. Ouais, vraiment, Ouais, c'est ça. vraiment. Ça a comme tout à fait rempli. Puis il y avait ça aussi. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure, en fait, pour les autres photos. Euh, Excellent. Ben, merci beaucoup. C'est très intéressant. Euh, Ali, je retourne à toi. Je ne sais pas si tu voulais nous décrire un peu plus tes intérêts de recherche ou d'observation sur place, que ce soit tu sais, dans les négociations ou dans les side events. Je sais qu'il y a comme plein de choses à voir pour se nourrir, là. Donc, je ne sais pas si tu voulais nous en dire un peu davantage à ce niveau-là. Il y a plusieurs choses. Enfin, c'est vrai que comme j'ai décrit, moi, je m'intéresse plus aux questions de genre. Je travaille dans le cadre de mon doctorat, je travaille avec une famille du l'UNAVE sur leur rôle dans la gouvernance du territoire, dans la protection de l'environnement. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu les articulations entre ce qui se passe d'un point de vue de gouvernance locale, régionale, et aussi les voix, parce que les femmes autochtones sont très, très présentes dans des espaces comme la COP. Il y a énormément d'événements qui sont portés par des femmes autochtones pour les femmes autochtones qui mettent en avant vraiment euh, les, les savoirs, la place de ces femmes dans leur communauté, dans la protection du territoire. Et c'est intéressant aussi de voir d'un point de vue du discours aussi, de voir que c'est tout un discours qui fait parfois écho et parfois pas du tout à ce que moi j'observe au Nunavik, aussi parce que parmi les peuples autochtones, c'est vrai que les peuples autochtones de l'Arctique sont peu représentés dans les COP. C'est intéressant aussi de voir toutes ces articulations. Et puis aussi, enfin, je suis beaucoup ce qui se passe du côté de la société civile, d'un point de vue intérêt de recherche, mais aussi parce que bah, personnellement, je fais aussi partie de plusieurs organisations de la société civile. Et il s'est passé beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses encore lors de cette COP, notamment parce que bah, ça fait ça fait plusieurs COP qui sont organisées dans des régimes autoritaires. Donc là, il y avait quand Oui. même beaucoup d'espoir et beaucoup d'annonces sur le fait que c'était le retour de la société civile à la COP, ou en tout Mhm. cas la société civile pouvait s'exprimer de façon plus libre. Parce que les COP précédentes, notamment en Azerbaïdjan, c'est le fait que les actions étaient limitées, la société civile il y avait une ambiance de peur où elle avait peur de prononcer le nom du pays, de le pays hôte. Enfin, c'était un peu compliqué. Là, c'est dans un autre contexte aussi, où d'un point de vue politique, au Brésil, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de mobilisations, etc. Des peuples autochtones notamment. Et donc, ce que vous avez peut-être pu voir, c'est la semaine dernière, donc le mardi 11 novembre, un jour après Oui. l'ouverture de la COP, il y a eu donc une manifestation de peuples autochtones, et en particulier de la communauté commencé, Munduruku, qui donc ont manifesté devant la COP et en fait qui ont forcé l'entrée de la COP. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis, il y a une réaction sécuritaire, militaire très très importante. En fait, il y a ce que l'ONU a considéré. En fait, l'ONU est responsable de la sécurité de la zone bleue, donc de la zone des négociations. Et ils ont considéré que le gouvernement du Brésil, qui organise la COP, n'avait pas assuré cette sécurité-là. Donc, ils ont demandé une réaction. Et c'est une réaction qui a été très, je vais partager des images peut-être, mais Juste très impressionnante. Oui, pendant que tu partages aussi, puis vous me corrigerez s'il y a des inexactitudes par rapport à ce que je dis, mais dans la zone bleue, qui est la zone accréditée, qui est une zone finalement onusienne, il y a le droit, il y a un droit relatif de manifester, comme tu le mentionnais, Ali, tout à l'heure, là. Il y a un processus, il y a une durée déterminée, il y a des lieux pour, alors qu'effectivement, dans les dernières COP, pour tout ce qui était manifestation ou participation de la société civile en dehors de la zone bleue ou de la zone onusienne, c'était beaucoup plus réprimé ou plus absent. Donc, effectivement, on l'a beaucoup entendu, nous aussi, à travers les médias, là, un peu le retour de la société civile, donc pour un réveil, pour pousser les politiciens. Donc, je Mm. voulais juste ramener cette nuance-là pendant que tu préparais ton partage. Donc, on C'est t'écoute. ça, c'est que c'est intéressant le contraste, parce qu'à côté de ça, ben, je vais vous montrer les autres photos.
Il y avait aussi, donc en parallèle de la première semaine de la COP, il y avait ce qu'on appelle le Sommet des peuples, qui était un rassemblement alternatif, une sorte de contre-COP, où j'y suis allée une journée et c'était vraiment incroyable. Enfin, c'était organisé par l'Université fédérale de l'État du Pará. Et il y avait énormément de salles comme celle-ci avec beaucoup de participation. Là, c'était un panel, enfin, c'est toute une journée organisée autour des enjeux du justice climatique féministe. Donc là, c'était des rassemblements de femmes autochtones, de femmes paysannes, voilà, c'était très vivant. Il y a eu une déclaration qui a été publiée il y a quelques jours, justement, qui était un peu le résultat de ce sommet des peuples, qui disait, bon, mais voici les vraies demandes du peuple et qui était supposé montrer aussi le contraste entre ce qui se passe dans la COP et ce qui se passe en dehors. Et il y a eu aussi, à la suite de cette semaine-là, il y a eu le samedi dernier, c'était la marche des peuples, qui était la première grande mobilisation d'ampleur. Enfin, en fait, la première mobilisation depuis la COP de Glasgow jusqu'ici. Ensuite, il y a eu la Covid, il y a eu l'organisation de la COP dans des États totalitaires. Donc, il n'y avait pas de manifestation. Et là, le samedi, il y a eu cette très grande manifestation où il y a eu environ 50 000 personnes, certaines disent même 70 000, qui étaient là. C'était très beau, c'était voilà, c'était vraiment, donc, effectivement, la société civile est là, se fait entendre, et il y a une grande place de la société civile dans, mais surtout en dehors de la COP. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à la manifestation des peuples autochtones le mardi 11, il y a eu une militarisation croissante du site de la COP, qui est quand même assez impressionnante selon plusieurs personnes dont c'est pas la première COP, qui sont là depuis quelques années, voire depuis 2 décennies. Ils ont l'air de dire que c'est quand même du jamais vu, ce niveau de militarisation. Donc c'est vrai que c'est à la fois, on comprend qu'il y a un besoin effectivement de sécuriser la zone bleue parce que c'est aussi d'un point de vue, enfin, les diplomates doivent avoir aussi l'assurance que c'est une sorte de zone internationale en fait, donc ils sont en sécurité. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un contraste avec le fait que la semaine dernière, il y a aussi un rapport de Global Witness qui est sorti sur le fait que à la COP, dans cette COP, une personne sur 25 est un lobbyiste des énergies fossiles, ce qui représente un peu plus de 1000 personnes et en fait, qui surpasse toutes les délégations à la COP. Et donc, il y a un peu ce contraste de dire, bah, en fait, la société civile, les peuples autochtones qui veulent participer et qui n'ont pas d'accréditation sont réprimés, alors que les lobbyistes des énergies fossiles ont les portes grandes ouvertes. Donc, c'est ça qu'on Ouais. entend beaucoup à la COP et qui crée une ambiance un peu particulière. Faut se le Ouais. dire, c'est pas très rassurant. Merci beaucoup, Ali. Puis on a il y a eu beaucoup de critiques aussi dans les 2 dernières COP parce qu'on était dans des pays producteurs de pétrole, même des pays où les producteurs de pétrole étaient assez rattachés au pouvoir en place, donc avec d'importantes euh, quantités de lobbyistes au niveau du pétrole. Mais justement, Emna, je pense qu'il y avait d'autres photos que tu nous avais envoyées là. Je pense qu'ils se situent à l'intérieur de la zone, un peu des manifestations ou des prises de parole là, pour les énergies renouvelables. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, Oups. vous Oui. m'entendez? Oui. Exactement, c'était une manifestation de la société civile africaine donc, qui défend les énergies renouvelables. Il y avait beaucoup de slogans qui ont été dits et puis ils ont surtout insisté sur le mot pouvoir. Pouvoir, ils réclament, ils demandent le pouvoir entier sur leurs ressources énergétiques pour faire la transition vers les énergies renouvelables. Donc c'était émouvant. Il y avait aussi plusieurs personnes. Je ne sais pas si tu peux, Jason, mettre la Oui, je pense vidéo. que oui. OK, On va essayer, OK? Attendez un peu. d'accord. Je vais OK. juste faire un petit tour de passe-passe pour inclure le son. Partager l'audio. On va l'avoir, je pense. Away without our rights. So chant with me. Enough is enough. Enough is enough. Real solution, not for solution. Real solution, not for solution. Climate action, justice action now. Climate justice action now.
here. Donc, c'était ça. C'était l'une des vidéos parmi plusieurs. Il y avait plusieurs Oui. personnes, comme vous voyez sur la photo. Donc, ils demandent une action, une vraie action vers les énergies renouvelables. Ils demandent l'autogouvernance de leurs ressources énergétiques et puis Hmm. une véritable transition énergétique pour tout l'Afrique, que eux, les Africains, qu'ils décident et puis qu'ils soient responsables. Donc c'était ça, c'était aussi dans la zone bleue. Donc voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je regarde le temps qui file quand même un peu. Puis c'est drôle, je vois Camille Martini qui est en ligne, qui est un délégué qui était là la semaine dernière. Donc, je ne sais pas, Camille, si jamais tu as une question pour nos délégués, n'hésite pas. Allô, Camille? Ouais, j'allais pas manquer cet événement. Ah, je me suis connecté un peu tard, alors j'ai raté le début, mais c'est bien parce que ça complète vraiment bien le webinaire de la semaine dernière, parce qu'on était très consensuel hein, dans les salles de négociation, à faire des balados avec les délégués, et puis vous nous avez apporté un peu l'autre l'autre type d'activité qu'on peut faire au COP, c'est-à-dire suivre les protestations, la pression sur les négociateurs. Puis je pense que vous avez dû le mentionner, mais je suis le programme, mais les salles de négociation ont l'air d'être un peu plus fermées aux observateurs là, Ouais. avec les, comme ça avance, puis la tension politique. Je sais pas, est-ce que vous avez, pour vous poser une question quand même, et pas faire un monologue, puis ça m'intéresse, est-ce que vous sentez un peu ce, cette situation un peu bizarre de semaine 2 j'ai l'impression, où des fois on sait plus trop comment s'occuper parce qu'on n'a plus accès aux salles. Tous les événements sont passés un peu, mais pas tous, mais disons qu'il y a eu beaucoup de protestations et d'événements de haut niveau qui se sont passés. Donc comment est-ce que ça se présente là vos derniers jours sur place? Je sais que la présidence a un calendrier très ambitieux et veut pas finir en retard, mais c'est quoi votre voilà vos sentiments et puis votre programme jusqu'à vendredi? Si ça va, je sais qu'Emelin disait que c'était un peu dur de suivre les négociations en arrivant au milieu. Je suis arrivé à ce moment-là, mais voilà un peu votre ressenti sur la fin de COP, parce que j'ai vraiment aucune idée de si on va arriver à des textes ambitieux ou s'il faut maintenir la pression. Voilà, donc par curiosité, un peu votre sentiment. Et puis merci encore d'avoir organisé ça. C'est chouette de revoir bon, le fond d'écran d'Emelin ne nous me laisse pas savoir où elle est, mais je reconnais bien celui d'Ali. Voilà, merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Camille. C'est bon. En plus, tu poses un peu pour moi la question d'ouverture, un peu sur les prochains jours, puis quoi attendre de la fin de la COP. Donc, euh, peut-être qu'on pourrait commencer par Emna. Oui, en fait, Camille, donc Camille, pardon. T'as vraiment raison. Genre, commencer à partir de la deuxième semaine, c'était pas trop stratégique. Donc, pour le fait de suivre les négociations. Mais voilà en fait, mon sentiment, c'est que vu qu'il y a beaucoup de salles auxquelles on ne peut plus accéder. Donc, comme j'ai dit au début, je me suis orientée plus vers les side events. Donc, ce que j'envisage de faire est d'avoir le maximum possible, d'assister au maximum possible aux événements qui intéressent mon sujet de recherche. Et puis, j'espère très bien que les négociations, que les salles dans les négociations, peut-être dans les prochains jours, genre, qu'on aura plus d'accès, même si que, on a reçu des courriels sur le fait que les négociations se poursuivent pour des heures tardives. Donc, j'espère qu'il y aura l'accès, qu'on aura l'accès pour certaines négociations, mais en parallèle, donc pour ne pas se perdre et perdre du temps, hein, moi, je profite plus avec les side events, les presidency events, puis les conférences de presse aussi. Donc, voilà. Puis les Presidency Events, c'est ceux qui sont organisés par le pays hôte, n'est-ce pas? C'est bien ça? Ouais. OK, parfait. Merci. Ali? De mon côté, en fait, ça va dépendre parce que, en fait, là, comme plusieurs négociations sont fermées, quand on regarde en fait, la veille pour le lendemain, il y a souvent dans le programme, il y a des événements qui commencent à arriver, des négociations, etc., un peu au dernier moment. Là, hier soir, il y en avait trois qui étaient notés, alors que d'habitude, il y en a des dizaines.
Donc ça se fait un peu au jour le jour. Là, normalement, alors aujourd'hui, en fait, le pays organisateur, donc le Brésil, a pousse pour qu'il y ait une décision qui soit prise aujourd'hui. Et ils veulent vraiment finir à l'heure cette COP. Ce qui apparemment serait révolutionnaire, ça n'arrive jamais. Mais il y a vraiment un gros push pour avoir une décision aujourd'hui. Il y a Lula qui serait là, a priori. Il y a des rumeurs comme quoi Lula serait ici, ou serait sur le chemin vers l'Élysée. Mais hier, on était optimiste et aujourd'hui, plus personne n'est optimiste. On pense que ça va être très compliqué. Donc c'est ça. Et puis aussi, il y a un enjeu, c'est que les événements qui normalement sont ouverts aux observateurs et observatrices, qui sont les high-level segments, donc c'est un peu les dialogues, où la présidence, justement, dit où on en est, fait une sorte d'état des lieux, puis sur différents sujets. Normalement, ceux-ci sont ouverts aux observateurs et observatrices. Et là, en ce moment, au dernier moment, ils deviennent fermés. Ce qui est même, par exemple, Ringo, qui est le regroupement de chercheurs et chercheuses dont fait partie l'Université Laval, disait que c'était un peu inhabituel aussi, où normalement, c'est ouvert aux observateurs. Et en fait, au dernier moment, là, hier, c'était délégation et 1+1. Et ça devient très, très fermé, même ce qui est censé être ouvert. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui se font un peu du plaidoyer bilatéral, y compris du côté de la société civile. Donc, je fais partie aussi, je suis les travaux le regroupement des Women and Gender Constituency, donc le regroupement des organisations sur les questions de genre. Elles font plus du plaidoyer un peu bilatéral pour essayer d'avoir leur position présente dans les textes. Donc, ça se fait, il n'y a rien de très ouvert. Et c'est ça. Là, honnêtement, aujourd'hui, j'ai une conférence de presse de prévue et ensuite, pour l'instant, je n'ai rien. Effectivement, il y a plein d'événements parallèles, donc il y a de quoi s'occuper. Mais du côté des négociations, c'est assez déstabilisant. Donc, on suit et voilà. Puis, Camille, est-ce que c'est pratique commune? Je pense, ben, je sais que généralement, la deuxième semaine, parfois, justement, il y a certaines négociations qui sont fermées. Mais est-ce que vous pensez que c'est plus pire que d'habitude, d'après ce qu'on voit, ou c'est pas mal toujours ça qu'on assiste dans les derniers jours? J'ai l'impression que c'est assez standard comme pratique Ouais. parce que, alors peut-être sauf de refuser l'accès à au moins une personne. Normalement, il y a des tickets que chaque organisation observatrice peut utiliser pour rentrer dans les salles. Donc, Hmm. un délégué pour chaque. C'est pas beaucoup, hein, mais en général, c'est les présidents de groupes qui peuvent assister ou leurs représentants, mais de groupes de Ringo, Young, etc. Mais euh, là, en fait, comme ils ont annoncé en grande pompe en début de semaine le multi-RAO, là, l'espèce maintenant c'est devenu un peu à la mode que chaque présidence de COP vient avec une pratique locale pour aboutir à une décision un peu consensuelle. Et puis, ils ont dit on va faire une grande décision sur 4 sujets vraiment qui étaient très contentieux en début de COP. Et puis, a abouti à un texte proposé sur la base de consultation, mais assez long avec peu de crochets et peu d'options, c'est-à-dire presque imposé par la présidence au parti. Évidemment, ça avait été discuté, mais moi, j'ai rarement vu un texte aussi long être proposé de manière unilatérale comme ça par la présidence. Et donc, je pense que là, il y a des discussions un peu difficiles sur ce Hmm. texte de compromis qui vient pas des partis, mais qui est plutôt imposé par le haut, par la présidence. Enfin, imposé, évidemment. Ouais. La présidence le vend pas du tout comme ça. Elle dit, voilà ce qui s'est dégagé comme consensus, merci à vous. Yves Hmm. blanc, voici 20 pages de texte que vous n'avez pas du tout travaillé. Et donc, je pense que c'est ça qui se passe en coulisses là. Outre le travail informel sur tous les autres sujets, notamment le genre, la transition juste, etc., où on voit quelques passages en ligne, et c'est le même calendrier que vous avez affiché sur place. Il y a quelques réunions qui ont lieu, mais on voit que dès qu'ils sont plus en réunion, ils passent en informel, informel, Hmm. inf dans le jargon des COP. Et donc là, c'est à porte close de manière sans observation extérieure. Donc, c'est un peu frustrant parce qu'on suspecte qu'il se passe plein de choses très intéressantes, mais on n'a pas la teneur des débats, ni la presse, ni les observateurs. Et puis, ce qui se passe, c'est des fois, il repasse en groupe de consultation et puis on peut voir l'aboutissement du texte qui résulte des sessions informelles.
Mais souvent, on redécouvre le texte beaucoup plus tard alors qu'on est sur le point de clôturer la COP et avoir les derniers coups de marteau sur le texte. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Ça Hmm. demande une grande vigilance euh, pour voir un peu ce qui se dit, les bruits de couloir, ce qui sort par les organisations qui suivent les textes et qui connaissent un peu les délégués pour avoir le pouls. Mais ça demande une attention soutenue et donc c'est difficile de continuer le travail de réseautage, de suivre des événements parallèles, de continuer à participer aux événements qui continuent, alors qu'on a un peu des œillères sur ce que les délégués font. Donc je comprends très bien cette frustration parce que je l'ai vécu à Dubaï aussi. Euh, mais c'est aussi passionnant parce que vont se jouer dans les prochaines 24 heures ce qui va être la grande décision qui sortira de la COP ou Hmm. rien, parce que c'est un pari un peu de la présidence que d'essayer de se réunir autour de ce texte. Plus tous Ouais. les autres textes qui vont être adoptés fin, et puis ne manquez pas si vous êtes encore là, si ça se termine à l'heure, la plénière de clôture, parce que c'est là où se joue l'adoption des textes, souvent où on redécouvre a posteriori ce que les États Oui. voulaient faire passer comme message, parce que là, ils prennent la Oui. parole pour dire on n'est pas très d'accord sur ce truc-là, mais en fait, c'est trop tard pour objecter. Et puis là, c'est là où moi j'avais vraiment été impressionné par puis je finirai là-dessus, pardon, j'ai pris un peu de temps, mais la présidence de Dubaï avait adopté des décisions vraiment de manière très énergique en disant je ne vois pas d'objection dans la salle, alors que des pays levaient leur pancarte en disant on veut Hmm. parler, et puis là, comme disait hearing no objection, this is so decided, et puis enchaîner les décisions alors que les observateurs et les partis voulaient prendre la parole encore. Donc, Hmm. j'ai pas l'impression que la présidence brésilienne soit dans cet état d'esprit. Elle a l'air beaucoup plus basée sur le consensus, mais un consensus un peu imposé par le haut. Alors, est-ce que c'est toujours un consensus? On va le découvrir, puis on a Emna et Ali sur le terrain pour faire C'est du bon. reporting. Parce Ouais. qu'en fait, là, ce qui se joue, c'est beaucoup de choses, beaucoup de bruit de couloir, avoir accès aux organisations d'observateurs qui réussissent à être dans les salles, aller aux réunions de coordination le matin. Puis tout ça, vous avez le privilège et le bénéfice de pouvoir le faire sur place encore. Donc là, c'est plus dur à distance, on va dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres délégués à distance. Là, on est un peu tributaire du reporting des gens sur place. Alors que la première Hmm. semaine, on a beaucoup plus accès aux webinaires, et choses comme ça. Ouais. Voilà un peu mes C'est réflexions, ça, mais en tout cas, voilà. Ali, vas-y, je le je cède peux la vous parole. dire, c'est un peu le jeu, c'est d'aller dans les, pas de pas se faire, de rester dans les salles, de pas se faire remarquer. Parce qu'il y a souvent, là, par exemple, hier, il y avait encore beaucoup de négociations autour de l'adaptation. Et c'est des négociations qui étaient en théorie ouvertes aux observateurs et observatrices. Et tout d'un coup, au bout de 5 minutes, c'était fermé. Et le juste, c'était un peu de rester et de ne pas se faire remarquer jusqu'à ce qu'on se fasse remarquer et qu'on se fasse virer de la salle. Ou alors, par exemple, moi, je suis partie d'organisations qui ont des personnes qui sont venues avec mais par exemple, parfois, c'est ouvert au badge seulement partie. Parfois, c'est aussi ouvert au badge partie overflow. Et dans ce cas-là, si on connaît des personnes, on s'écrit en panique en disant vite, vite, en fait, cette réunion est ouverte au party overflow. Si tu peux, vas-y. Ou à l'inverse, parfois, il y a des conférences de presse normalement, les conférences de presse sont ouvertes à tout le monde. Et là, il y en a de plus en plus qui sont ouvertes que aux médias. Donc là, pareil, si on connaît des personnes qui ont surtout les conférences de presse sont organisées par la présidence. Ce qui est un peu bizarre, apparemment. Et donc, pareil, si on connaît quelqu'un qui a un badge média, c'est vite, vite, va là, parce que moi, j'ai pas pu rentrer, on m'a viré. On court beaucoup. Et on suit beaucoup les chats sur WhatsApp, sur Signal, quand on fait partie des différentes sous-groupes de société civile qui sont très impliqués dans les négociations. Donc, c'est ça. À la fois, on fait pas grand-chose, mais il se passe beaucoup de choses. Ouais. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant, cette vue de l'intérieur. Donc, écoutez, on a dépassé un petit peu le temps qui nous était alloué, là, mais c'était très, très riche. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci à Camille aussi de ta présence. On sait que tu étais là lors de la première semaine, notamment. Donc, merci Emna, merci Ali. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Puis, ben, on vous souhaite des bons prochains jours. Puis, en espérant que vous serez en mesure, vous allez être les deux pour la plénière de clôture, j'imagine. Je pense que vous êtes là les deux les dernières journées. On Donc, part le vendredi soir, donc on va voir si on arrive à attraper la première de couture. On c'est verra. ça, c'est tout se fait dans l'ordre, dans les temps, comme la présidence le veut. Donc, ben, écoutez, merci beaucoup encore une fois. Puis,
On se dit à la prochaine.